Claire ajusta sa robe bleue, une dernière fois devant le miroir de l'ascenseur. À 28 ans, elle garde encore cet espoir secret qu'un jour, peut-être, sa mère la regardera avec fierté, plutôt qu'avec ce mépris familier qu'elle connaît depuis l'enfance. Le Bernardin s'étend devant elle dans toute sa splendeur bourgeoise. Nappe immaculée, cristal étincelant, serveur en costume noir glissant silencieusement entre les tables. Un restaurant bien au-dessus de ses moyens d'infirmière, mais Sylvie a insisté pour organiser cette fête, surprise ici. « Pour tes 29 ans, ma chérie, il faut marquer le coup », avait-elle dit au téléphone, avec cette voix mielleuse qu'elle réservait aux grandes occasions. Claire aperçoit sa famille installée près de la baie vitrée. Sa mère Sylvie, impeccable dans son tailleur Chanel, sa sœur cadette Émilie rayonnante dans sa robe rouge, Thomas, son beau-frère qui consulte déjà sa montre, et quelques visages familiers du cercle social maternel. Elle s'approche, le sourire aux lèvres, le cœur battant d'une joie anticipée. Sylvie lève les yeux, son regard balayant la silhouette de sa fille aînée, avec cette évaluation froide qu'elle a perfectionnée au fil des années. « Claire, tu es là enfin !» Pas de joyeux anniversaire, pas d'embrassade chaleureuse, juste cette constatation neutre qui refroidit immédiatement l'atmosphère. Claire cherche du regard une chaise libre, mais la table ronde semble parfaitement organisée. 6 couverts, 6 chaises occupées. Son estomac se serre. « Maman, où est-ce que je m'assois ?» La question sort plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Émilie lève les yeux de son téléphone. Thomas s'immobilise, sa fourchette suspendue en l'air. Même les amis de Sylvie cessent leur bavardage mondain. Sylvie pose délicatement sa serviette, un sourire étrange étirant ses lèvres. Ce sourire que Claire connaît trop bien, celui qui précède toujours les humiliations les plus raffinées. « Où tu t'assois ?» répète-t-elle lentement, comme si la question était absurde. Elle pointe le sol carrelé avec un geste théâtral. Les chiens mangent par terre, non ? Le silence qui suit est assourdissant. Claire sent le sang refluer de son visage, ses jambes devenir coton. Autour de la table, les premiers gloussements nerveux commencent. Un rire cristallin d'Émilie, puis celui plus grave de Thomas, suivi par l'hilarité complice des invités qui croient assister à une plaisanterie familiale. « Sylvie, tu es terrible !» s'esclaffe Madame Durand, la voisine. « Elle ne change pas, notre Claire, toujours aussi susceptible », ajoute l'oncle Marcel. Mais Claire voit ce que les autres ne voient pas, la lueur de satisfaction cruelle dans les yeux de sa mère, cette jouissance à peine dissimulée de la voir enfin mise à genoux devant témoins. 30 ans de petites piques, de comparaisons défavorables avec Émilie, de « je plaisante voyons », qui n'en était jamais, culminent dans cette phrase assassine. Les rires résonnent dans sa tête comme des gifles. Elle reste plantée là, dans sa robe achetée avec ses économies, dans ses escarpins qui lui font mal aux pieds, dans cet espoir ridicule d'être enfin acceptée par cette femme qui l'a mise au monde. Émilie lève mollement la main. « Allez maman, arrête, on va lui trouver une chaise. » Mais sa voix manque de conviction et elle ne bouge pas de sa place. Thomas hausse les épaules avec cette indifférence polie qu'il affiche depuis qu'il a épousé Émilie. Les invités commencent déjà à reprendre leur conversation, l'incident classé dans la catégorie humour familial. Claire sent quelque chose se briser définitivement en elle. Pas son cœur. Celui-ci s'est endurci depuis longtemps. Non, c'est ce dernier fil ténu d'espoir qui la reliait encore à cette femme. Cette illusion pathétique qu'elle pourrait un jour mériter son amour. Sans un mot, elle tourne les talons. Ses pas résonnent sur le marbre du restaurant, rythmés par les battements sourds de son cœur. Elle entend vaguement Émilie l'appeler. « Claire, reviens, c'était juste une blague. » Mais Claire ne se retourne pas. Elle traverse le hall d'entrée, pousse la porte vitrée et se retrouve dans la rue lyonnaise, aspirant goulûment l'air frais de cette fin d'après-midi d'automne. Dans sa voiture, les mains tremblantes, elle sort son téléphone. Un par un, elle bloque tous les numéros de sa famille. Sylvie, Émilie, Thomas, même l'oncle Marcel et la tante Martine. Elle supprime ses comptes Facebook et Instagram, effaçant d'un geste toute trace de ces liens toxiques qui l'ont empoisonnée pendant des décennies. Le téléphone éteint, Claire démarre sa Clio et prend la direction de son appartement. Dans le rétroviseur, le Bernardin disparaît, emportant avec lui les derniers vestiges de sa famille. Elle ne sait pas encore que demain matin, son réveil sera brutal. Le réveil de Claire sonne à 6 heures, comme chaque matin.
Mais avant même d'ouvrir les yeux, elle entend les vibrations incessantes de son téléphone sur la table de nuit. Bip, bip, bip. Une avalanche de notifications qui ne s'arrête pas. Elle allume l'écran. 43 messages non lus. Son estomac se serre. Malgré les blocages de la veille, les messages arrivent par d'autres canaux. Collègues, voisins, connaissances lointaines, même d'anciens camarades de lycée qu'elle n'a pas vus depuis 10 ans. Le premier message vient de Sandrine, de l'hôpital. « Claire, ta mère m'a appelée ce matin, elle est inquiète. Elle dit que tu as fait une crise hier et que tu refuses de répondre au téléphone. Tout va bien ?» Claire sent la nausée monter. Elle fait défiler les autres messages, découvrant l'ampleur de la campagne orchestrée par Sylvie. Madame Petit, sa voisine. « Ma pauvre Claire, ta maman m'a expliqué pour hier soir. Elle ne voulait pas te blesser. C'était juste une plaisanterie. Tu sais comme elle t'aime. » Un ancien collègue. « J'ai eu ta mère au téléphone. Elle s'inquiète pour toi. Une dispute familiale, ça se règle toujours. Et le plus douloureux, de son ancienne meilleure amie du lycée. « Claire, Sylvie m'a dit que tu traversais une période difficile. Elle pleure au téléphone, elle se sent coupable. Ne sois pas trop dur avec elle. » Chaque message suit le même schéma. Sylvie en mère éplorée. Claire en fille capricieuse qui exagère. La version des faits est déjà réécrite, diffusée, acceptée par tout son entourage. Claire se lève, les jambes flageolantes. Dans sa cuisine, elle se prépare un café d'une main tremblante quand son téléphone vibre encore. Cette fois, c'est Émilie qui a trouvé un nouveau numéro pour la joindre. « Claire, s'il te plaît, réponds-moi. Je sais que maman est allée trop loin hier, mais tu la connais. Elle ne pensait pas à mal. Elle fait des plaisanteries parfois maladroites. C'est son caractère. Papa est inquiet, moi aussi. Ne brise pas notre famille pour ça. » Le message la frappe comme une gifle. Même Émilie, qui était présente, qui a vu l'humiliation, minimise déjà l'événement. Des plaisanteries maladroites. Comme si 30 ans de violence psychologique pouvaient se résumer à ça. À l'hôpital, l'atmosphère change dès son arrivée. Les conversations s'interrompent quand elle passe, remplacées par des chuchotements compatissants. Au distributeur de café, Martine, de la comptabilité, s'approche d'elle avec une mine affligée. « Ma pauvre Claire, ta maman m'a appelée ce matin. Elle était en larmes, elle dit qu'elle ne comprend pas ta réaction, qu'elle a juste voulu faire de l'humour hier. Tu sais, à son âge, parfois on ne mesure pas l'impact de nos mots. » Claire sent la rage bouillonner en elle. « Martine, vous étiez là? Vous avez vu ce qui s'est passé? » « Non, mais ta maman m'a tout expliqué. Elle t'aime tant, Claire. Une mère, ça ne peut pas faire du mal exprès à son enfant. » Cette phrase achève de briser quelque chose en Claire. Elle réalise que sa propre mère est en train de détruire sa réputation, de la faire passer pour déséquilibrée, et que tout le monde gobe cette version sans poser de questions. Dans la salle de pause, elle s'effondre sur une chaise et laisse couler les larmes qu'elle retenait depuis la veille. La porte s'ouvre doucement. Mathieu, le nouveau kinésithérapeute qu'elle a croisé plusieurs fois dans les couloirs, entre et s'immobilise en la voyant. « Excusez-moi, je ne savais pas que... » Il fait mine de repartir, mais quelque chose dans sa voix l'arrête. Ni curiosité malsaine, ni pitié condescendante. Juste une délicatesse naturelle. « Non, restez, s'il vous plaît. » Mathieu s'assoit à distance respectueuse, sort un mouchoir en papier de sa poche et le lui tend sans poser de questions. Ce simple geste, cette absence de jugement, fait redoubler les sanglots de Claire. Parfois, dit-il doucement, les pires blessures sont celles qu'on ne voit pas. Claire lève les yeux vers lui. Mathieu a un visage honnête, des yeux clairs qui ne cherchent pas à fouiller sa douleur, mais l'accueillent simplement. Pour la première fois depuis des heures, elle sent que quelqu'un ne la juge pas. « Je ne sais même pas pourquoi je pleure », ment-elle. On a toujours nos raisons, même quand on préfère ne pas les expliquer. Son téléphone vibre encore. Un nouveau message d'un numéro inconnu. « Claire, c'est l'oncle Marcel. Ta mère m'a tout raconté. Tu dois l'appeler. Elle ne dort plus. » Mathieu remarque son changement d'expression. Problème familial? Claire hoche la tête, incapable de parler. « Écoutez, » dit-il en se levant. « Je ne vous connais pas vraiment, mais si vous avez envie de prendre un café après le travail, je connais un endroit tranquille, pour parler de tout sauf de famille, si ça vous dit. » Elle hésite, surprise par cette proposition inattendue dans le chaos de sa matinée. « D'accord,
murmure Claire, surprise par sa propre audace. Pour un café. Le sourire qui illumine le visage de Mathieu lui réchauffe le cœur pour la première fois depuis des heures. Il note quelque chose sur un bout de papier et le lui glisse discrètement. Le café des Deux Rives, quai Saint-Antoine. 18h, Claire hoche la tête, glisse le papier dans sa poche et sent quelque chose d'étrange, de l'anticipation positive. Depuis quand n'a-t-elle pas ressenti ça? L'après-midi passe dans un brouillard de soins infirmiers et de regards compatissants. Chaque collègue semble avoir reçu un appel de Sylvie. Claire réalise l'étendue du réseau social de sa mère, tissé au fil de décennies de manipulations subtiles. À 18h, elle pousse la porte du petit café niché entre deux librairies d'occasion. Mathieu l'attend déjà, installé près de la fenêtre donnant sur le Rhône. Il a ôté sa blouse médicale, révélant un pull marine qui fait ressortir ses yeux. « Vous êtes venu », dit-il simplement, et elle entend le soulagement dans sa voix. « J'ai failli faire demi-tour 3 fois. »« Qu'est-ce qui vous a décidé ?» Claire réfléchit en s'asseyant. « La curiosité, je crois. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas proposé de parler de tout sauf de famille. » Le serveur leur apporte 2 expressos. Mathieu observe Claire avec attention, mais sans cette insistance lourde qui la met d'habitude mal à l'aise. « Alors, parlons d'autre chose. Vous faites quoi quand vous ne sauvez pas des vies à l'hôpital ? » « Je lis. Beaucoup. Plutôt des romans, ça m'évade. »« Quel genre ? » ?»« Tout ce qui me sort de ma réalité, finalement. » Il sourit. « Moi, c'est l'histoire, surtout l'époque médiévale. Ma famille se moque de moi. Ils disent que je vis dans le passé. » Claire tressaille au mot « famille ». Mathieu le remarque immédiatement. « Pardon, j'ai dit qu'on éviterait le sujet. »« Non, c'est moi qui suis bizarre. Continuez, parlez-moi de votre famille. Ça me fait du bien d'entendre des histoires normales. » Les yeux de Mathieu s'illuminent. « Mes parents habitent au Caluire. Mon père est comptable, ma mère enseigne le français au collège. On se voit tous les dimanches pour déjeuner. Mes parents se disputent parfois pour des broutilles. Qui a oublié de sortir les poubelles ? Pourquoi papa regarde le foot pendant que maman fait la vaisselle ? Mais ils finissent toujours par rigoler. » Claire l'écoute avec fascination, comme s'il lui décrivait un monde extraterrestre. Des parents qui se disputent sans se détruire ? Qui rigolent ensemble ? Vous avez des frères et sœurs ? L'expression de Mathieu se voile légèrement. Un frère aîné, Sébastien. On ne se parle plus depuis 5 ans. Ah, dispute familiale. Rien de dramatique, mais parfois les caractères ne collent plus. Mes parents en souffrent. Ils rêvent qu'on se réconcilie. Claire sent une connexion étrange. Et vous ? Vous avez envie de vous réconcilier ? Pas vraiment. Sébastien était... Comment dire ? Il avait besoin de rabaisser les autres pour se sentir important. Ça finit par user. Les mots touchent Claire en plein cœur. Quelqu'un comprend donc ce que c'est que d'être diminué constamment par un proche ? Mais bon, reprend Mathieu avec optimisme, je crois qu'avec du temps, de la patience, la plupart des problèmes familiaux peuvent en se résoudre. Ma mère dit toujours, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir comment la traiter. Cette phrase naïve fait tressaillir Claire. Mathieu a grandi dans la bienveillance. Il ne peut pas concevoir qu'une mère puisse être intrinsèquement malveillante. Son téléphone vibre. Encore un message. Cette fois, c'est Émilie qui a créé un nouveau numéro. « Claire, s'il te plaît. Maman ne mange plus depuis hier. Elle dit qu'elle a tout raté comme mère, qu'elle ne mérite pas de vivre. Papa et moi, on ne sait plus quoi faire. Tu es sa fille aînée, elle a besoin de toi. Juste un appel, pour qu'elle sache que tu ne la détestes pas complètement. » Claire sent ses mains trembler. Mathieu remarque son changement d'expression. « Mauvaise nouvelle ? Ma sœur. Elle dit que ma mère ne va pas bien depuis notre dispute d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? » Claire hésite. Comment expliquer sans passer pour quelqu'un d'instable ? Disons qu'elle a manqué de délicatesse, en public. Et votre sœur pense que vous devriez pardonner ? Oui. Elle dit que c'est moi l'aîné, que j'ai des responsabilités. Mathieu fronce les sourcils. C'est curieux. Normalement, c'est la personne qui blesse qui doit faire le premier pas, non ? Cette remarque simple frappe Claire comme une évidence. Pourquoi est-ce toujours à elle de faire des efforts ? Vous savez, continue Mathieu doucement, dans ma famille, quand quelqu'un fait une erreur, il s'excuse. Vraiment. Pas en disant « si tu as mal pris mes mots », mais en reconnaissant sa faute. Claire le regarde avec des yeux nouveaux. Et si la personne refuse de s'excuser, alors c'est qu'elle ne regrette pas vraiment.
Cette conversation lui ouvre des perspectives qu'elle n'avait jamais envisagées. Des relations où les torts sont reconnus, où les excuses sont sincères, où on ne force pas la victime à pardonner. Mathieu, est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Allez-y. Est-ce que vos parents vous ont déjà humilié en public? Il la regarde, interloqué. Humilié? Non, jamais. Mes parents peuvent être agaçants, parfois surprotecteurs, mais ils ne feraient jamais rien pour me rabaisser. Claire sent quelque chose se briser en elle. Une digue qui retenait des décennies de questions refoulées. Mes parents aimeraient vous rencontrer. La phrase de Mathieu, lâchée 3 semaines après leur premier café, fait l'effet d'une bombe dans l'esprit de Claire. Ils se promènent le long du Rhône, leur rendez-vous étant devenu une habitude précieuse qui l'aide à oublier le harcèlement quotidien de sa famille. « Vos parents ?» répète-t-elle, la gorge serrée. « Dimanche prochain. » Un déjeuner simple à la maison. Maman fait un excellent gigot. Claire s'arrête net sur le quai. Comment expliquer qu'elle n'a plus de famille à présenter? Qu'elle est défaillante, cassée, indigne de rencontrer des gens normaux? Mathieu, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pourquoi? Il se tourne vers elle, sincèrement inquiet. Ils sont adorables, vous verrez. Un peu curieux, mais bienveillants. Le mot bienveillant résonne étrangement dans sa tête. Depuis quand n'a-t-elle pas côtoyé de vraies personnes bienveillantes? C'est juste que... Ma situation familiale est compliquée en ce moment. À cause de cette dispute avec votre mère, Claire acquiesce, incapable d'expliquer que ce n'est pas une dispute, mais 30 ans d'humiliation systématique. Mes parents comprendront. Ils ont vécu des hauts et des bas avec mon frère. Le dimanche suivant, Claire se tient devant une maison bourgeoise de Caluire, un bouquet de pivoines à la main, le ventre noué par l'angoisse. Mathieu ouvre la porte, rayonnant. « Maman, papa, je vous présente Claire. » Françoise apparaît, la cinquantaine épanouie, tablier fleuri noué autour de la taille. Elle prend immédiatement Claire dans ses bras, avec une chaleur qui la bouleverse. « Claire, Mathieu nous parle tellement de vous. Entrez, entrez, vous êtes chez vous, ici. » Jean-Pierre surgit du salon, journal à la main, sourire authentique aux lèvres. Alors voilà la fameuse Claire qui fait tourner la tête de notre fils. L'atmosphère qui règne dans cette maison frappe Claire de plein fouet. La cuisine embaume les herbes de Provence, des photos de famille tapissent les murs sans ostentation, et surtout, il y a cette légèreté dans l'air, cette absence de tension qu'elle n'avait jamais connue. Pendant le repas, Françoise s'intéresse sincèrement à son travail d'infirmière, Jean-Pierre raconte des anecdotes amusantes sur ses clients comptables, et Mathieu la regarde avec une fierté qui lui gonfle le cœur. « Et votre famille? Claire? Ils habitent Lyon aussi ?» demande innocemment Françoise. Le silence qui suit dure une éternité. Claire sent tous les regards sur elle, bienveillants mais curieux. « Mes parents, nous traversons une période difficile actuellement. »« Oh, comme c'est dommage !» soupire Françoise. « Les disputes familiales sont si douloureuses. J'espère que ça va s'arranger. » Jean-Pierre hoche la tête. Avec le temps, les choses finissent toujours par se tasser. L'important, c'est de ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus. Claire sent les larmes monter. Ces gens croient qu'il s'agit d'un malentendu passager, d'une brouille réparable. Comment leur expliquer qu'elle a été détruite méthodiquement pendant des décennies? Plus tard, dans la voiture, Mathieu remarque son silence inhabituel. « Ça s'est bien passé, non? Mes parents vous adorent déjà. Ils sont merveilleux, » murmure Claire. Et c'est la vérité. Je n'avais jamais vu ça. Vu quoi? Une vraie famille. Des parents qui s'aiment, qui respectent leur enfant, qui créent un foyer chaleureux. Mathieu la regarde avec surprise. Tous les parents ne sont pas comme ça. Cette naïveté touchante l'émeut et l'irrite à la fois. Non, Mathieu, tous les parents ne sont pas comme ça. Il se gare devant chez elle et se tourne vers elle. Claire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec votre mère? Elle hésite, puis se lance. Elle lui raconte l'essentiel, les humiliations constantes, la préférence marquée pour Émilie, et finalement la scène du restaurant. Mathieu l'écoute en silence, les yeux s'agrandissant de stupeur. « Mon Dieu, Claire, je ne savais pas. C'est épouvantable. Et maintenant, elle lance toute ma famille et mon entourage contre moi. Elle me fait passer pour quelqu'un d'instable. » Mathieu prend ses mains dans les siennes. « Vous n'êtes pas instable. Vous êtes la personne la plus équilibrée que je connaisse. » Cette déclaration lui réchauffe le cœur, mais elle voit bien qu'il ne mesure pas encore la toxicité de Sylvie.
Peut-être que si j'allais lui parler, suggère-t-il avec cette générosité qui le caractérise. Parfois, un regard extérieur peut débloquer les situations. Je pourrais lui expliquer que vous souffrez, qu'elle vous a fait du mal sans s'en rendre compte. Non, l'éclat de Claire le surprend. Mathieu, vous ne comprenez pas. Ma mère n'agit pas par inadvertance. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Mais enfin, c'est votre mère. Elle vous aime forcément, même si elle le montre mal. Cette phrase naïve révèle le gouffre qui les sépare. Mathieu a grandi dans l'amour. Il ne peut concevoir qu'une mère puisse être intrinsèquement malveillante. Son téléphone vibre. Émilie. Encore. Claire, il faut qu'on parle. Papa et maman divorcent. Il est parti ce matin. Maman dit que c'est à cause de ton départ, que tu as détruit notre famille. Elle parle de se faire du mal. Il y a des choses que tu ignores sur notre histoire familiale. Des secrets que papa gardait. Retrouve-moi demain au Café Central, s'il te plaît. Claire relit le message, le sang glacé. Des secrets ? Le Café Central bourdonne de conversations matinales quand Claire pousse la porte, le cœur battant. Émilie l'attend déjà, installée au fond de la salle, le visage défait et les yeux rougis. Pour la première fois depuis des années, sa sœur cadette n'affiche pas son sourire de façade. Claire. Émilie se lève maladroitement, hésite, puis l'étreint brièvement. Merci d'être venue. Elle s'assied face à face, le silence pesant entre elles. Claire observe sa sœur, cernes violacées, mains tremblantes, cheveux moins parfaitement coiffés qu'à l'ordinaire. Tu as dit que papa était parti ? Émilie hoche la tête, essuyant une larme qui perle. Hier soir, il a pris une valise et il est parti chez tante Lucille. Il dit qu'il n'en peut plus de l'atmosphère à la maison depuis ton départ. L'atmosphère ? Maman ne dort plus, Claire. Elle fait des cauchemars, elle parle toute seule. Hier, je l'ai trouvée dans la salle de bain avec un flacon de somnifère dans les mains. Elle le regardait fixement en répétant ton nom. Claire sent sa gorge se serrer malgré elle. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement ? Qu'est-ce que j'attends ? Émilie la regarde avec désespoir. Que tu reviennes. Que tu décroches ton téléphone quand elle t'appelle. Que tu arrêtes de la punir comme ça. La punir ? La voix de Claire monte d'un ton. Émilie, tu étais là au restaurant. Tu as vu ce qu'elle m'a fait. C'était une plaisanterie qui a mal tourné. Maman a un humour parfois maladroit. Mais de là à couper tout contact pendant des semaines. Claire dévisage sa sœur avec incrédulité. Une plaisanterie maladroite ? Émilie, elle m'a dit de manger par terre comme un chien. Devant tout le monde. Elle ne pensait pas à mal. Tu sais comme elle peut être théâtrale. Elle regrette Claire. Elle se reproche tout ce qui arrive. Alors pourquoi elle ne s'excuse pas directement ? Pourquoi elle lance toute la ville contre moi ? Émilie baisse les yeux. Parce qu'elle a peur que tu la rejettes. Parce qu'elle t'aime et qu'elle ne sait pas comment te le montrer. Cette phrase sonne faux aux oreilles de Claire. Émilie débite un discours appris, manipulé par leur mère même dans sa détresse apparente. Tu as parlé de secrets. Le visage d'Émilie se ferme. Papa m'a dit des choses, avant de partir, sur notre famille, sur pourquoi maman est comme ça avec toi. Claire sent son cœur s'accélérer. Quoi comme chose ? Je ne sais pas si je dois... Papa m'a fait promettre de ne jamais rien dire. Mais maintenant qu'il divorce... Émilie, dis-moi. Sa sœur prend une inspiration tremblante. Maman a vécu des choses difficiles dans son enfance. Sa propre mère était très dure avec elle. Papa dit qu'elle reproduit des schémas sans s'en rendre compte. Claire sent une rage froide l'envahir. Tu es sérieuse ? Tu justifies 30 ans de maltraitance par son enfance malheureuse ? Ce n'est pas de la maltraitance. Claire, tu dramatises tout depuis que tu es petite. Je dramatise ? Claire se lève brusquement, attirant les regards des autres clients. Émilie, elle m'a humiliée publiquement le jour de mes 29 ans. Elle m'a fait passer pour une folle auprès de tous mes collègues. Elle a détruit ma réputation. Baisse la voix, s'il te plaît. Émilie jette des coups d'œil gênés autour d'elle. Les gens nous regardent. Cette remarque achève d'exaspérer Claire. Même maintenant, Émilie se préoccupe plus du regard des autres que de sa souffrance. Il y a autre chose, murmure Émilie, le regard fuyant. Papa m'a dit que si tu ne reviens pas, maman risque de faire quelque chose d'irréparable. Elle a parlé de se jeter dans le Rhône hier soir. Le chantage ultime. Claire reconnaît la stratégie de Sylvie. Après l'humiliation publique et la campagne de diffamation, voici la menace de suicide pour forcer sa culpabilisation. Émilie, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire ?
Je sauve notre famille. Tu me fais du chantage émotionnel pour que je retourne me faire détruire par cette femme. » Émilie fond en larmes. « Claire, s'il te plaît, tu es l'aînée. Tu as toujours été la plus forte. Maman a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. » Claire observe sa sœur qui pleure, et pour la première fois, elle voit clair dans le jeu familial. Émilie n'est pas sa complice. Elle est une autre victime, conditionnée pour maintenir l'équilibre toxique de leur famille. Et si je refuse? Émilie relève la tête, les yeux suppliants. Alors, maman mourra, et ce sera de ta faute. Le silence qui suit cette phrase terrible résonne comme un coup près. Claire réalise qu'elle a le choix entre sa santé mentale et la vie supposée de sa mère. Un dilemme impossible, orchestré par une manipulatrice de génie. Son téléphone vibre. Mathieu qui lui envoie un message tendre. « Comment ça se passe avec ta sœur? J'espère que vous arriverez à arranger les choses. » Cette innocente bienveillance la frappe comme un électrochoc. Claire rentre chez elle dans un état second, les mots d'Émilie résonnant dans sa tête comme une condamnation. « Maman mourra, et ce sera de ta faute. » Elle trouve Mathieu qui l'attend devant sa porte, un bouquet de tulipes jaunes à la main. « Comment ça s'est passé ?» demande-t-il avec cette sollicitude qui la bouleverse d'ordinaire. « Mal, très mal. » Dans son salon, Claire s'effondre sur le canapé. Mathieu s'assoit près d'elle, attentif, et elle lui raconte tout. Les menaces de suicide de Sylvie, le chantage d'Émilie, ce dilemme impossible qui la déchire. « Mon Dieu !» murmure Mathieu. « Ta mère est vraiment en détresse. » Cette réaction frappe Claire comme une gifle. « En détresse ? Claire, une mère qui menace de se suicider, c'est qu'elle souffre énormément. Elle ne sait plus comment t'atteindre. Mathieu, c'est de la manipulation. Elle ne va pas se tuer. Elle fait du chantage. » Il la regarde avec cette patience bienveillante qui commence à l'agacer. « Tu ne peux pas en être sûre. Et si elle passait à l'acte, tu pourrais vivre avec ça ?» Claire sent le sol se dérober sous elle. Même l'homme qu'elle aime se range du côté de sa famille toxique. « Écoute, » continue Mathieu en lui prenant les mains. « Je pourrais l'accompagner pour aller la voir. Parfois, un regard extérieur aide à désamorcer les conflits. Je lui expliquerai que tu souffres, qu'elle doit changer d'approche. » « Non !» Claire se dégage brusquement. « Mathieu, tu ne comprends pas. Cette femme est dangereuse. » « Dangereuse ? Claire, c'est ta mère. Elle fait des erreurs, d'accord. Mais au fond d'elle, elle t'aime. Toutes les mères aiment leurs enfants. » Cette naïveté désespérante révèle le gouffre qui les sépare. Mathieu projette sa propre famille sur la sienne, incapable de concevoir qu'une mère puisse être un prédateur. Le lendemain, poussée par la culpabilité et les encouragements de Mathieu, Claire accepte de rencontrer Sylvie dans un café neutre. Elle insiste pour que Mathieu l'accompagne, espérant qu'il comprenne enfin en voyant sa mère à l'œuvre. Sylvie arrive avec 15 minutes de retard, pâle et amaigrie, vêtue d'un manteau noir qui lui donne des airs de veuve éplorée. Elle aperçoit Mathieu et son visage s'illumine d'un sourire calculé. « Vous devez être Mathieu. Claire m'a tant parlé de vous. » Mathieu se lève poliment pour la saluer. « Madame, j'espère qu'on va pouvoir arranger les choses. »« Moi aussi, » soupire Sylvie en s'asseyant avec des gestes d'une fragilité étudiée. « Je ne dors plus depuis que ma Claire me fuit. J'ai peut-être mal choisi mes mots au restaurant, mais jamais je n'aurais voulu la blesser. » Claire observe sa mère avec fascination horrifiée. En quelques secondes, Sylvie s'est transformée en mère aimante et brisée. Son jeu d'actrice est parfait. « Claire est si sensible, » continue Sylvie, en jetant un regard tendre vers sa fille. « Depuis toute petite, elle prend tout à cœur. J'ai toujours eu peur de la voir souffrir pour un rien. »« Maman !» Claire tente d'intervenir, mais Sylvie poursuit, les larmes aux yeux. « Je sais que je ne suis pas parfaite. Après le départ de son père, j'ai eu du mal à élever mes filles seule. Parfois mes blagues tombent mal. Mais Claire, ma chérie, tu sais bien que je t'aime plus que ma vie ?» Mathieu observe cette scène avec émotion. Pour lui qui n'a connu que l'amour maternel authentique, cette performance sonne juste. « Vous voyez, Claire, » dit-il doucement, « ta maman regrette sincèrement. » Elle fait des efforts. Sylvie saisit la perche. « Oh Mathieu, vous êtes si compréhensif. Claire a de la chance d'avoir trouvé quelqu'un comme vous. Moi qui espérais qu'elle me présenterait enfin un garçon bien. » Le piège se referme sous les yeux impuissants de Claire. Sa propre mère est en train de séduire l'homme qu'elle aime, de le retourner contre elle avec une habileté diabolique. « Peut-être, » suggère Sylvie avec un sourire tremblant, «
que vous pourriez convaincre Claire de me donner une seconde chance. Une mère n'a qu'une fille aînée. Mathieu hoche la tête, ému par cette apparente vulnérabilité. Bien sûr, Claire, tu vois bien que ta mère souffre. Elle t'aime, elle veut réparer. Claire se lève brutalement, incapable de supporter davantage cette mascarade. Je dois y aller. Claire, attends. Mathieu la rattrape sur le trottoir. Qu'est-ce qui te prend? Ta mère fait des efforts considérables. Des efforts? Claire le dévisage avec incrédulité. Mathieu, tu viens d'assister à un numéro de manipulation pure. Elle a joué la comédie. Elle pleurait, Claire. J'ai vu ses larmes. Des larmes de crocodile. Tu ne vois donc pas comme elle est calculatrice? Mathieu la regarde avec une tristesse nouvelle. Claire, je commence à me demander si tu ne projettes pas tes propres blessures sur ta mère. Parfois, quand on souffre, on voit le mal partout. Cette phrase la frappe en plein cœur. L'homme qu'elle aime commence à douter de sa santé mentale, exactement comme Sylvie l'avait programmé. Le soir même, Mathieu fait sa demande en mariage dans leur restaurant habituel. Claire devrait exploser de joie, mais ses mots suivants la glacent. J'aimerais qu'on organise une grande fête de réconciliation avec nos deux familles. Le mariage, c'est l'occasion de tourner la page et de construire quelque chose de beau tous ensemble. Claire réalise avec horreur que son bonheur futur dépend désormais de sa capacité à accepter sa mère toxique dans sa vie. Désespérée de voir Mathieu retourner contre elle, Claire prend une décision radicale. Elle contacte son père Bruno. Depuis son départ de la maison familiale, elle n'a eu aucune nouvelle de lui. Il décroche à la 3e sonnerie, la voix lasse. « Claire, ma petite fille, papa, il faut qu'on parle, vraiment. » Il se retrouve dans un bistrot de Villeurbanne, loin des lieux fréquentés par Sylvie. Bruno a vieilli, cheveux grisonnants, rides creusées, regard fatigué d'un homme qui porte un fardeau depuis trop longtemps. « Je suis désolée, » commence-t-il sans préambule. « Désolée de ne pas t'avoir protégée. Désolée d'avoir laissé ta mère te détruire petit à petit. » Cette franchise brutale surprend Claire. « Papa, non, laisse-moi finir. 30 ans que je me tais, que j'espère qu'elle changera. Quand tu es partie ce soir-là du restaurant, j'ai enfin ouvert les yeux. Ta mère n'était pas en train de plaisanter, Claire. Elle savourait ta humiliation. » Bruno passe une main tremblante dans ses cheveux. « Le lendemain, quand elle a commencé sa campagne pour te faire passer pour folle, j'ai compris que je vivais avec un monstre. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» Les yeux de Bruno se remplissent de larmes. « Parce que j'avais honte. Honte d'être faible. Honte de laisser ma propre fille se faire martyriser sous mon toit. » Claire sent sa gorge se serrer. « Émilie m'a dit qu'il y avait des secrets. » Bruno se fige. Un long silence s'installe, pesant comme une chape de plomb. « Papa, il y a quelque chose que tu dois savoir, Claire. Quelque chose qui explique pourquoi ta mère t'a toujours traité différemment d'Émilie. » Le cœur de Claire s'emballe. « Quoi ?» Bruno prend une inspiration douloureuse. « Tu n'es pas ma fille biologique. » Le monde s'arrête autour de Claire. Les bruits du bistrot s'estompent, remplacés par un bourdonnement sourd dans ses oreilles. « Quoi ?» répète-t-elle dans un souffle. « Ta mère a eu une liaison il y a 29 ans, avec Philippe Moreau, un collègue de son bureau. Quand elle est tombée enceinte, elle m'a dit que tu étais de moi. Je l'ai cru, ou j'ai voulu la croire. » Claire sent des larmes brûlantes couler sur ses joues. « Et tu as su quand ? Quand tu avais 5 ans. Tu es tombée malade, il fallait une transfusion. Les groupes sanguins ne correspondaient pas. Sylvie a fini par avouer, en me suppliant de ne jamais rien dire. Tout s'éclaire soudain dans l'esprit de Claire. Le rejet constant, les comparaisons cruelles avec Émilie, cette méchanceté particulière qui la visait elle seule. C'est pour ça qu'elle me déteste. Elle ne te déteste pas, Claire. Elle te craint. Tu es le rappel vivant de sa faute, de sa trahison. Chaque fois qu'elle te regarde, elle revoit sa honte. Bruno essuie ses yeux avec sa manche. Philippe n'a jamais su. Sylvie lui avait dit qu'elle avait fait une fausse couche. Il a quitté Lyon peu après, muté à Marseille. Claire encaisse ces révélations comme autant de coups de massue. Sa mère ne l'a pas maltraitée par méchanceté gratuite, mais pour effacer une culpabilité qui l'a rongée depuis près de 30 ans. Et Émilie ? Elle ne sait rien. Sylvie m'a fait jurer de ne jamais rien dire. Une colère froide monte en Claire. Tu m'as laissé subir tout ça pour protéger son secret ? Bruno baisse la tête, accablé de honte. J'espérais qu'avec le temps, que l'amour maternel prendrait le dessus. L'amour maternel. Claire éclate d'un rire amer. Papa,
Cette femme m'a détruite systématiquement pendant des décennies. Et toi, tu as regardé sans rien faire. Je sais, je suis un lâche. Le silence retombe entre eux. Claire réfléchit à toute vitesse. Philippe Moreau, son vrai père. Un homme qui ignore son existence. Tu as ses coordonnées ? Bruno hésite. Claire, à quoi bon ? Il a refait sa vie. Papa, j'ai le droit de connaître mon vrai père. Surtout maintenant. Bruno sort son téléphone avec résignation et lui dicte un numéro qu'il a gardé en mémoire toutes ces années. Cette nuit-là, Claire reste éveillée jusqu'à l'aube, fixant le plafond de sa chambre. Toute sa vie vient de basculer. Elle n'est pas la fille ratée que Sylvie lui a toujours renvoyée en miroir. Elle est juste le secret honteux d'une femme narcissique qui a préféré détruire sa propre fille plutôt que d'assumer sa faute. Au matin, elle prend sa décision. Elle compose le numéro de Philippe Moreau. Le cœur battant. « Monsieur Moreau, je m'appelle Claire. Il faut que je vous parle. C'est au sujet de Sylvie Dubois. » Sylvie Dubois ? La voix de Philippe tremble à l'autre bout du fil. « Mon Dieu, je n'ai pas entendu ce nom depuis des années. Qui êtes-vous ? » Votre fille. Le silence qui suit dure une éternité. Claire entend sa propre respiration et celle, saccadée, de cet homme qui découvre qu'il a un enfant. « Ma fille ?» répète-t-il dans un souffle. « Mais Sylvie m'avait dit qu'elle avait fait une fausse couche. Je sais. » 2 heures plus tard, Philippe Moreau descend du TGV en provenance de Marseille. Claire le reconnaît immédiatement sur le quai de la Part-Dieu. Mêmes yeux verts que les siens, même port de tête élégant. À 60 ans, cet ancien professeur d'histoire dégage une distinction naturelle que n'a jamais eue Bruno. Ils s'observent un instant sans oser bouger, puis Philippe s'approche, les larmes aux yeux. « Claire, mon Dieu, tu lui ressembles tellement. À qui ? À ma mère. Tu as son regard, son sourire. » Cette première ressemblance familiale bouleverse Claire. Enfin, elle appartient à quelqu'un. Dans un café près de la gare, Philippe écoute le récit de sa vie avec un mélange d'horreur et de culpabilité grandissante. Quand elle lui raconte la scène du restaurant, il blêmit. « Cette femme est un monstre. Comment ai-je pu être aveugle à ce point ? Vous ne pouviez pas savoir. Si, j'aurais dû. Sylvie était déjà manipulatrice à l'époque. Elle mentait avec un naturel déconcertant. » Philippe lui prend les mains. « Claire, je sais que je n'ai aucun droit de te demander pardon. J'ai raté 29 ans de ta vie. Mais si tu veux bien, j'aimerais rattraper le temps perdu. » Cette simplicité, cette authenticité, contraste violemment avec les années de faux-semblants familiaux. Claire sent quelque chose se réparer en elle. « J'aimerais beaucoup. » Pendant les jours suivants, Claire échafaude son plan de vengeance avec une froideur qui la surprend elle-même. Puisque sa mère l'a humiliée publiquement au Bernardin en l'assignant au sol comme un chien, elle va lui rendre l'appareil, exactement au même endroit. Elle réserve une table pour ses fiançailles, avec Mathieu, prévue pour le samedi suivant. Elle invite Bruno, Philippe qu'elle présente comme un vieil ami de la famille, les parents de Mathieu, et même Émilie, qu'elle manipule habilement. « Émilie, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit. Tu as raison, la famille c'est sacré. Je veux me réconcilier avec maman. » Sa sœur fond en larmes de soulagement. « Oh Claire, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée. Maman va être folle de joie. Dis-lui que c'est important pour moi qu'elle soit là. Que sans elle, ses fiançailles n'auront aucun sens. » Émilie promet de convaincre Sylvie, certaine de sa victoire. Claire compte sur la vanité de sa mère, qui ne pourra résister à l'idée de paraître au centre d'une réconciliation publique spectaculaire. Mathieu accepte cette réconciliation avec un soulagement évident, sans soupçonner les véritables intentions de Claire. Elle garde pour elle la révélation sur sa paternité. Elle veut garder l'effet de surprise complet. « Tu vois ?» lui dit-il en l'embrassant. « Je savais que vous finiriez par vous retrouver. L'amour familial finit toujours par triompher. » Cette naïveté touchante aurait pu l'attendrir il y a quelques semaines. Aujourd'hui, elle ne fait que renforcer sa détermination. Bruno, mis au courant du plan, tente une dernière fois de la dissuader. « Claire, la vengeance ne te rendra pas heureuse. Tu vas devenir comme elle. »« Non, papa, je ne serai jamais comme elle. Moi, je donne juste à cette femme ce qu'elle mérite. » Le vendredi soir, tout est en place. Claire a même eu la cruauté raffinée de demander la même table que pour son anniversaire, face à la baie vitrée. Elle veut que Sylvie revive exactement la même scène, mais inversée. Elle dort profondément cette nuit-là pour la première fois depuis des semaines. Demain,
Elle ne sera plus la fille humiliée qui est sortie de ce restaurant en larmes. Elle sera la femme qui aura eu le courage de dire la vérité. Son réveil sonne à 8 heures. Dans quelques heures, 30 ans de manipulation prendront fin au Bernardin. Claire sourit en se préparant. Aujourd'hui, elle va enfin rendre justice à cette petite fille qui a grandi dans la honte et le rejet, sans comprendre pourquoi sa propre mère la détestait. Sylvie ne sait pas encore ce qui l'attend. Le Bernardin résonne de conversations feutrées quand Claire fait son entrée, rayonnante dans sa robe rouge sang. Mathieu l'attend, flanqué de ses parents souriants, de Bruno qui semble nerveux, et de Philippe qui observe tout avec attention. Émilie babille, joyeusement, convaincue d'avoir sauvé sa famille. À 19 heures précises, Sylvie pousse la porte du restaurant comme une reine rentrant dans son royaume. Elle porte un tailleur Chanel immaculé, son sourire de triomphe parfaitement calculé. Elle a gagné. Sa fille prodigue revient en rampant. Son regard balaie la table dressée pour 6 personnes et se fige net sur Philippe. Philippe? Sa voix se brise. Son visage devient livide. Qu'est-ce que tu fais là? Le silence se fait autour de la table. Mathieu fronce les sourcils, ne comprenant pas cette réaction. Philippe se lève lentement, le regard dur. Bonsoir Sylvie. J'ai appris que j'avais une fille. Claire sent l'adrénaline exploser dans ses veines. Le moment qu'elle a orchestré avec tant de soin est arrivé. Maman, dit-elle d'une voix claire qui porte dans tout le restaurant. J'aimerais que tout le monde sache qui tu es vraiment. Sylvie chancelle légèrement, cherchant une chaise des yeux. Mais comme il y a 30 ans pour Claire, aucun siège ne l'attend. L'ironie est parfaite. Claire, qu'est-ce que tu fais? Murmure Émilie, paniquée. Je dis la vérité. Claire se dresse, magnifique dans sa colère contrôlée. Pendant 29 ans, cette femme m'a fait croire que j'étais défaillante, ratée, indigne d'amour. Elle m'humiliait, me rabaissait, me comparait sans cesse à toi, Émilie. Les conversations s'éteignent aux tables voisines. Les serveurs s'immobilisent. Le soir de mon anniversaire, elle m'a dit de manger par terre comme un chien, devant vous tous. Et quand j'ai eu le courage de partir, elle a lancé tout lion contre moi, me faisant passer pour folle. Sylvie tente de reprendre le contrôle. Claire, ma chérie, tu dramatises encore. Tais-toi! L'éclat de Claire résonne comme un coup de tonnerre. J'ai découvert pourquoi tu me détestes. Pourquoi tu m'as torturée psychologiquement pendant des décennies. Elle se tourne vers l'assemblée médusée. Cette femme a eu une liaison il y a 30 ans. Je suis le fruit de cette trahison. Et plutôt que d'assumer sa faute, elle a préféré détruire sa propre fille pour effacer sa culpabilité. Émilie porte ses mains à sa bouche, sous le choc. Bruno baisse les yeux, accablé de honte. Mathieu regarde Claire avec une admiration nouvelle. Philippe, continue Claire, voici votre fille. Celle que cette femme vous a volée en vous mentant sur une prétendue fausse couche. Philippe se lève, la voix tremblante d'émotion. Sylvie, comment as-tu pu me priver de ma fille et la martyriser par ta lâcheté? Sylvie passe par toutes les phases. Déni. Vous racontez n'importe quoi. Victimisation. Vous vous liguez contre moi. Puis cette rage froide que Claire connaît si bien. Tu n'es qu'une ingrate. J'ai sacrifié ma vie pour t'élever. Tu aurais dû me remercier. Te remercier? Claire éclate d'un rire libérateur. Te remercier de m'avoir brisée, de m'avoir fait croire pendant 30 ans que j'étais indigne d'amour. Émilie fond en larmes. Claire, pardonne-moi. J'aurais dû te protéger. J'étais aveugle. Mathieu se lève et prend Claire dans ses bras. Mon amour, je suis désolée de ne pas t'avoir cru. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Sylvie, démasquée et isolée, comprend que son règne de terreur touche à sa fin. Elle tente une dernière manipulation. Vous allez le payer. Je vais détruire ton bonheur, Claire. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Mais ces mots sonnent creux. Pour la première fois de sa vie, Claire reste debout face à la tempête maternelle. Non, maman. Tes mots n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Sylvie quitte le restaurant dans un claquement de talons rageur, abandonnant définitivement sa fille à sa nouvelle famille. Entourée de Mathieu qui lui tient la main, de Philippe qui la regarde avec fierté, de Bruno qui acquiesce enfin, et d'Émilie qui essuie ses larmes de soulagement, Claire se dresse enfin libre. Elle regarde sa mère s'éloigner et murmure avec une sérénité nouvelle. Parfois, il faut accepter de perdre la famille qu'on nous a donnée pour gagner celle qu'on mérite vraiment.